OK, voilà. Alors, bonsoir, bonjour à tous, en fait. Alors, merci d'être là et d'être présent avec nous. Mon nom est Jean-Carl Chambaud, je suis le nouveau président des Maisons anciennes du Québec depuis le mois d'octobre de l'année dernière, déjà 6 mois, en fait. Euh, alors, ce soir, c'est la présentation de M. Richard Lapointe sur le scan à 3 dimensions et modélisation des maisons anciennes. C'est une belle façon de valoriser le patrimoine grâce aux nouvelles technologies. Euh, c'est la dernière présentation de la série hiver. Peut-être qu'il y aura une suite à cette présentation-ci, mais en fait, on verra. Mais pour l'instant, c'est la dernière présentation. J'en profite pour remercier Michel Roy qui a organisé toutes ces présentations, qui est membre du Conseil des Maisons anciennes, et à Gabriel, notre responsable des communications et de notre, j'allais dire ADN, mais je pense que c'est ça, Gabriel, c'est bien ADN. Ouais. Alors, M. Lapointe est archéologue et géomaticien. Alors, il est le président de iScan Expertise 3D. Et les origines, en fait, de cette technologie-là remontent au début des années 2000. Et ça a toujours intéressé M. Lapointe. Alors, vers les années 2008-2009, il a fondé son entreprise. Et suite à la fondation de son entreprise, ils ont fait des projets et ils ont reçu plusieurs prix en 2014, 2015, 2016 et en particulier en 2019, ils ont reçu plusieurs prix pour le musée des Ursulines, pour un projet sur le musée des Ursulines. Et dernièrement, en 2023, ils ont reçu aussi un prix Innovation pour le travail qu'ils font. Alors, je vais laisser M. Lapointe te présenter cette belle technologie et les beaux usages qu'on peut en faire pour valoriser notre patrimoine et éventuellement peut-être conserver nos maisons anciennes. Merci beaucoup pour cette introduction. Est-ce que vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Par contre, tu n'as pas activé ta vidéo, si tu veux qu'on voit Ouais, ton la visage. caméra, hein, pourtant tantôt je l'avais bien la caméra, puis là elle est disparue. Fait que je m'en excuse. Paramètres d'affichage. On dirait que c'est quand j'ai partagé mon truc. Hmm. Euh, Excusez, je vais juste essayer de voir si démarrer la vidéo. Me Ah, voilà. OK, c'est vous le parfait. suivez. Voilà. Bien, bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Merci pour la présentation. Désolé pour ce petit quiproquo de démarrage. Richard Lapointe, je suis archéologue et géomaticien. J'ai inventé un néologisme archéomaticien et j'ai fondé l'entreprise, comme on disait, en 2008-2009, incorporée en 2011. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu iScan, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis je vais vous faire une présentation sur les outils technologiques pour la documentation des bâtiments patrimoniaux et la valeur ajoutée qu'on peut en donner. Donc, je vais avoir une série je vais expliquer un petit peu les processus là, sommairement. Je vais avoir beaucoup d'études de cas. À la fois pour la documentation technique, mais aussi pour la mise en valeur, la communication, la diffusion. Puis on pourra finir à la fin avec questions-réponses là, que vous aurez à m'exprimer. Donc n'hésitez pas si vous en avez à les envoyer dans le chat. On commence avec un petit vidéo corporatif qui illustre un petit peu ce qu'on fait. Donc, ça fait une quinzaine d'années qu'on est spécialisé en ce qu'on appelle capture de réalité et création de jumeaux numériques. Donc, l'utilisation de scanners 3D pour générer des nuages de points, des coordonnées X, Y, Z en couleur avec des scanners fixes ou des scanners mobiles comme on voit actuellement. Ces technologies-là permettent de documenter des espaces plus ou moins complexes. Ici, une polyvalente. Ici, la ville de Nicolet avec des drones et la photogrammétrie. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que la photogrammétrie, la prise de photos sur des bâtiments, des sites ou des objets pour recréer en 3 dimensions des environnements complexes pour des fins de documentation technique ou pour des fins de simulation 3D. Donc là, très, très haute résolution visuelle pour aller faire de l'inspection de façade, par exemple, aller voir les fissures, les déformations dans les structures. On va parler un petit peu de ça pour quantifier les risques ou pour faire des restaurations.
tout ce qui est documentation technique qui est au cœur de notre travail, tout ce qui est la mise en plan CAD en 2D qu'on appelle donc comme aplat ou en 3D, donc les 3 dimensions. On parle beaucoup de BIM, je reviendrai, de modélisation de mécanique et de structure. Je passerai pas vraiment sur ce point-là aujourd'hui, mais tout ce qui est salle mécanique pour des hôpitaux par exemple ou des industries. C'est des technologies qui permettent d'aller chercher de l'information très précise sur des grands ensembles immobiliers. On a des plateformes aussi qui permettent de mettre ces données-là en ligne, comme iScan3D.cloud. On va les voir un petit peu tantôt, voir un peu ça ressemble à quoi. Et tout le volet des reconstitutions historiques, des simulations, de la mise en valeur, des panneaux d'interprétation, comme ici à la vieille prison de Trois-Rivières, l'utilisation de l'intelligence artificielle aussi. Dans ce cas-ci, les images sont bonifiées avec l'intelligence artificielle. La création d'animations 3D pour recréer des contextes historiques, la création de visites interactives personnalisées, soit en navigation libre, donc on peut avoir des jeux vidéo en temps réel sur Internet ou avec des points de vue 360 dans lesquels on peut intégrer des personnages comme ici, par exemple, à la vieille prison. Donc, c'est iScan, tout ce qui est documentation technique, création de projets interactifs et autres. On est une équipe qui est basée à Trois-Rivières. On est une dizaine de personnes spécialisées en acquisition et traitement de données dans les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques de numérisation 3D, de scan, d'arpentage, ça se rapproche beaucoup aux arpenteurs géomètres ou aux géomètres, de prise de photos terrestres et par drone pour combiner de l'information, tout ce qui est de la documentation technique, j'en ai parlé rapidement, mais les tracés 2D, la mise en plan, des vues d'élévation, des profils, des coupes de bâtiments, la modélisation 3D et le BIM. Le BIM, c'est un concept qui est très populaire aujourd'hui chez les architectes et les ingénieurs. C'est un acronyme anglais qui veut dire Building Information Modeling, la gestion des informations du bâtiment. Donc, c'est plus que de la modélisation 3D, c'est de attacher des bases de données sur les types d'éclairage, de fenêtres, des composantes architecturales pour être capable de faire de la recherche ou de la planification ou de l'interaction avec les bases de données. Euh, je vais aussi parler d'analyse de déformation et de monitoring. Donc, quantifier les déformations dans des façades, dans des structures, les fameuses bananes qu'on voit sur les planchers des bâtiments anciens, on peut les quantifier. Et c'est ça, comme je disais ensuite, ben, je vais compléter avec un grand volet sur les présentations 3D, la valeur ajoutée qu'on peut donner à cette information-là pour des fins de visualisation, de reconstitution historique, d'animation, d'interaction et de visites virtuelles. Donc, des sujets quand même importants, beaucoup de données, beaucoup d'informations. Tout sera peut-être pas clair du premier coup, mais n'hésitez pas à poser des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre à la fin. Je commence avec les outils qu'on utilise. Donc, quand on parle de scanner 3D, c'est les appareils qui sont à droite dans l'image, des scanners fixes, ceux qui sont au centre. Donc, c'est comme des appareils d'arpentage sur des trépieds qui vont capter sur 360 degrés une série de coordonnées X, Y, Z, puis qui va faire une série de photos qui vont être jumelées les unes aux autres. On va le voir juste après pour avoir ce qu'on appelle des photosphères, des photos 360 degrés qui vont être jumelées les unes aux autres pour créer des assemblages de nuages de points. Donc, les tonnes de coordonnées, on peut parler de millions de coordonnées de précision millimétrique. Dans ce cas-ci, là, c'est des appareils qui vont avoir 1, 2, 3 millimètres de précision. Qui permettent de documenter tout ce qui est visible. Donc, ce qui est visible, pas ce qui est invisible. Donc, ça traverse pas les murs, ça traverse pas les voitures, puis ça traverse pas les vêtements non plus. C'est vraiment, ça arrête à ce qui est visible. On a des scanners fixes, donc très précis au millimètre. Des scanners mobiles, on l'a vu tantôt, là, il y a quelqu'un qui avait ça, là, c'est l'appareil à droite. Ça, c'est à la vitesse à laquelle on marche. On va être capable de capter encore une fois des centaines de milliers de coordonnées
mais cette fois-ci avec des centimètres de précision, entre 1 et 2 centimètres de précision, ce qui est quand même impressionnant, c'est quand même très précis. Puis ça fonctionne avec deux scanners, un qui est au-dessus, un qui est devant, puis des appareils photo 360 qui permettent de capter de l'information. Il y a après ça des capteurs qui peuvent être avec le drone. Donc, le drone peut prendre de la donnée photographique pour faire de la photogrammétrie. Donc, un peu comme vos deux yeux, on appelle ça la parallaxe. On peut voir en trois dimensions parce qu'on a deux yeux qui nous permettent de percevoir l'élément de la profondeur, l'élément de la distance. Ben, l'appareil photo fait un peu la même chose. Quand on prend une série de photos, on peut les combiner les unes aux autres. C'est un processus qu'on appelle la photogrammétrie qui permet de recréer des objets ou des sites ou des environnements en trois dimensions pour des fins de reproduction d'objets et autres. Les drones maintenant sont même assez solides ou assez performants pour être capables d'avoir des scanners sur eux, donc des plus gros drones, là. C'est pas des drones à 4 hélices comme on voit là, on va en avoir un tantôt, mais qui permettent aussi d'aller cartographier des territoires ou des terrains beaucoup plus grands, puis de faire la topographie d'un terrain. Puis là, on va parler de précisions qui vont être entre 5 et 25 cm, dépendamment de la hauteur à laquelle on vole, dépendamment de la qualité du scanner, dépendamment de toutes sortes de paramètres. Ben, on va aller chercher de l'information, mais cette fois-ci sur des grands territoires. Donc là, on parle de bâtiments et de territoires pour ces technologies-là. Puis ça nous permet de générer donc les images panoramiques 360. Ici, on est à la maison Shaughnessy, au Centre canadien d'architecture. Donc, on voit la richesse du fini des boiseries qu'on peut mesurer et tous ces éléments-là permettent de générer des nuages de points, donc les coordonnées X, Y, Z qui sont mesurables ou calculables, ou je peux le faire rejouer peut-être rapidement. Donc les photos 360 qui sont captées par les scanners, dans lesquels on peut mesurer. Donc là, on prend une mesure sur un élément du plafond. Donc là, c'est sécuritaire, on n'a pas besoin de monter nulle part. Puis en arrière de ça, ben, le secret, c'est qu'on a un nuage de points 3D qui est un assemblage de stations de scan qui nous permettent de faire ce type de représentation-là. Les enjeux de la documentation pour les maisons anciennes. Là, je vous présente, j'ai décidé de commencer mes études de cas avec une simulation des maisons longues du site Drôleur Tsiongyankwata sur les vestiges du site Mayo Karen. Donc, documenter des maisons, ben ici, commençons par un site autochtone, une reconstitution, donc des reconstitutions de maisons longues. Certains d'entre vous ont peut-être déjà visité le lieu, c'est en Montérégie. On a fait ça il y a quelques années, puis on a combiné ça avec des relevés archéologiques d'un site, le site Drôleur, qui existait. Euh, voilà. Donc, vous voyez les maisons longues en haut qui ont été captées. En bas, le relevé archéologique. En bas à droite, la superposition de maisons longues avec les vestiges archéologiques qui nous permet d'avoir une perspective, donc en haut à droite, et de recréer des points de vue d'un aménagement ancien, préhistorique, de façon de simulation. Donc là, on voit vraiment un aspect de documentation et de simulation pour des fins de recherche archéologique ou des fins de recherche historique. Donc, l'enjeu de la conservation de l'information pour des besoins de restauration. On veut avoir l'identité réelle des lieux, des bâtiments, des sites dans leurs conditions existantes. On voit ici la maison Joseph Petit d'Ibauchemin à Varennes, une maison du début du 18e siècle, petite maison coloniale en maçonnerie qui a été incendiée malheureusement et le ministère de la Culture, via des architectes, nous a demandé de faire un relevé technique pour avoir les conditions. Donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment la réalité, donc la capture de la réalité. Documenter le passé au présent pour le futur, c'est notre créneau. Ici, ben, c'est des vestiges, des ruines archéologiques, des vestiges architecturales. Donc, l'intégrité de l'information pour avoir le maximum de valeur culturelle pour des fins professionnelles,
puis pour des fins de représentation de l'existant. Donc, documenter les savoir-faire, c'est documenter les assemblages, par exemple, de les représenter de façon technique, puis ben, c'est un des enjeux de base de notre travail, d'être capable d'avoir des mesures réelles sur des éléments complexes d'architecture, de structure, de maçonnerie, de toiture, de vestiges archéologiques ou d'objets muséals pour être capable de produire de la documentation technique qui va servir à différents types de professionnels. Si on compare les relevés conventionnels qui sont faits avec les technologies, ben chacun a des forces puis des limites, si on veut. Tu sais, les forces des méthodes traditionnelles, c'est que c'est simple d'utilisation. Tout le monde ici est capable d'utiliser un ruban à mesurer. Ça coûte presque rien à utiliser, mais c'est principalement adapté à des plus petits projets ou à des bâtiments plus simples. Les limites de ça, c'est que la précision, justement, pour des bâtiments plus grands, est quand même limitée. Si on parle d'assemblage de bâtiments de grande hauteur ou de plusieurs bâtiments qui sont collés, ben, il y a des risques d'erreur, puis je vais en représenter quelques-uns aujourd'hui. Donc, l'information qui soit captée ne soit pas à la hauteur de ce qui est la réalité. Puis ça peut prendre beaucoup de temps à relever des éléments complexes, surtout si on a des éléments en hauteur, comme on voyait tantôt au plafond de la maison Shaughnessy. Aller faire le relevé de tous les détails architecturaux, ça peut prendre beaucoup de temps, puis ça peut demander beaucoup de ressources. Ce que les solutions technologiques nous permettent de faire très rapidement, en fait. On va avoir une très grande précision avec des scanners 3D de la photogrammétrie. C'est des techniques qui sont quand même assez rapides. On peut scanner à la vitesse à laquelle on marche, comme j'expliquais tantôt. Ça donne accès à des zones qui sont difficiles d'accès, les structures hautes, des éléments de façade au troisième étage, par exemple. Donc, ça diminue ultimement aussi beaucoup les risques associés à des travaux de restauration, de conservation, de transformation ou d'adaptation d'un bâtiment. En ayant des données qui sont justes et fiables, ben, tout le processus pour des architectes, des ingénieurs ou des gestionnaires immobiliers de transformation d'un lieu ou de restauration va se faire dans des meilleures conditions parce qu'on connaît la réalité, donc la capture de réalité pour la création de jumeaux numériques. Mais les limites de ces technologies-là, c'est que souvent, ils sont quand même assez dispendieuses en coût d'investissement. Un scanner 3D, comme on a vu tantôt, ça peut coûter entre 50 000 et 125 000 Un drone LiDAR aéroporté peut coûter jusqu'à 250 000 Donc, ça prend de la masse, ça prend du volume, ça prend des projets qui vont être rentables pour ces technologies-là. Mais heureusement, en 2025-2026, il y a des technologies qui sont beaucoup plus accessibles, qui coûtent moins cher. Donc, ce volet de coûts élevés tend à disparaître avec les évolutions technologiques ou à être minimisé. Je dirais pas disparaître parce que entre un ruban à mesurer puis un scanner 3D, il restera toujours quelques milliers de dollars, mais c'est beaucoup plus présent. Puis vous le voyez par exemple dans les visites virtuelles des maisons qui sont en vente là, sur les sites de Remax et compagnie. Ben, ces appareils-là, souvent, vont coûter entre 4 et 10 000 puis permettent de faire des relevés moins précis, parce qu'on va parler de 1% d'erreur, donc 1 centimètre à 1 mètre, qui va être décuplé donc de 10 centimètres à 10 mètres, mais qui permettent de quand même de générer de l'information qui peut être utile pour des petits bâtiments ou des maisons, par exemple. Donc, voilà, les limites, c'est les coûts, la nécessité d'avoir des compétences techniques, mais on va le voir tantôt, ces compétences-là peuvent aussi être minimisées par le biais de plateformes en ligne, puis une certaine dépendance à la technologie, ultimement, parce que ça prend des outils technologiques, finalement, pour gérer la donnée ou l'information. Donc, je vous présente maintenant les applications un peu plus pratiques. Ici, la maison Pierre du Calvet dans le Vieux-Montréal, un projet de simulation 3D pour la maison Pierre du Calvet. Bon, je ne peux pas présenter autre chose que ça pour l'instant. Si je mets ça par-dessus, ça fonctionne pas, mais il y a un hyperlien que je pourrais partager, que je peux peut-être même partager directement dans notre chat. Est-ce que je peux faire ça? Non, je ne peux pas le faire. Mais parce que ça roule dans une fenêtre, oui, je peux le faire ici. Tiens, je peux partager comme ça. C'est un lien public. Puis j'ai le chat. Chat.
Je vais essayer de retrouver le chat, là, puis je vous le partagerai tantôt. Peut-être à la fin, je pourrai partager ça, parce que je ne trouve pas le chat en même temps que je présente, donc vous m'en excuserez. Mais la Fondation Phi, qui transforme un des bâtiments de Montréal les plus anciens. Pendant la pandémie, un enjeu de concours d'architecture internationale. On voit que c'est comme 4 bâtiments qui sont juxtaposés. Début 18e siècle, le 7e plus vieux bâtiment à Montréal. La création de nuages de points a permis de faire les modèles 3D, de faire les plans 2D, de faire les, euh, une visite virtuelle et de produire la documentation technique finalement qui était utilisée pour diffuser un concours d'architecture de transformation des lieux de façon virtuelle principalement. Donc, c'est quoi les besoins en arrière de ça? Ben, c'est une documentation technique qui est fiable, d'avoir des données 2D, CAO, conception assistée par ordinateur, ou BIM, Building Information Management ou Modeling. Donc, d'avoir des données qui sont relevées de façon précise pour être capable de fournir de l'information qui va servir aux différents professionnels puis qui va pouvoir être synchronisée les unes avec les autres. Fait qu'ici, un autre exemple, puis ça va être un peu comme ça tout le long, je vais passer d'un exemple à l'autre, mais la maison Smith sur le Mont-Royal, donc un bâtiment agricole du 19e siècle, euh, qui appartient aujourd'hui à la ville de Montréal, qui est à la fois un centre de services techniques et d'accès pour les visiteurs. On voit un scanner 3D à gauche. On voit des plans 2D qui ont été faits du bâtiment, puis on voit à droite une analyse de déformation de la façade de maçonnerie, donc quantifier des déformations dans la façade. Donc, un nuage de points qui sort de façon technique, puis qui nous donne une valeur ajoutée. Puis toutes ces informations-là peuvent être partagées entre les différents professionnels. Donc, ici, des maçons qui ont travaillé sur le dossier, des architectes qui avaient à faire des travaux sur l'immeuble et de la donnée qui est fiable pour les professionnels, donc des différents intervenants sur le projet. Les processus d'acquisition, ben, c'est d'aller sur le terrain avec des appareils, des scanners 3D, des drones, de la photogrammétrie, donc générer des nuages de points qu'on voyait un peu tantôt, de prendre une série de photos, de traiter ces données-là, puis d'arriver avec une documentation architecturale qui va être fiable, qui va être précise, puis qui va servir, comme je disais, à différents professionnels dans des outils comme Revit. On parle beaucoup de Revit maintenant pour la modélisation 3D ou AutoCAD, que vous avez entendu parler certainement. Archicad, qui est un autre logiciel un peu similaire 2D, 3D. Et l'interopérabilité, c'est la possibilité que ça serve à différents professionnels et que ça serve dans l'ensemble des processus. Donc, conventionnellement, on faisait des relevés. L'architecte faisait un relevé, l'arpenteur faisait un relevé, l'ingénieur faisait un relevé, le maçon faisait un relevé, le gars de toiture faisait un relevé. Ben, l'interopérabilité, c'est de faire en sorte qu'on fait un relevé qui va servir à tout le monde puis qui va être un actif pour le gestionnaire immobilier. Donc, d'être capable de combiner de l'information. Donc, le drone, par exemple, dans ce cas-ci, qui va voler sur une façade du bâtiment, ben, il va le faire de façon très systématique. Il va voler de façon... excusez, c'est repartir lui ici qui n'est pas parti automatique. Le drone va voler de façon... Bon, il veut pas partir. Pas grave, on le verra après, mais prenez en note ici que c'est très systématique. Donc, en haut, sur les toits, sur les façades, en haut, de gauche à droite, qui nous permet de combiner toutes ces données-là les unes aux autres, puis d'arriver avec un modèle 3D qui va être photoréaliste, lié au bâtiment, lié à l'environnement sur lequel on travaille, puis qui va avoir beaucoup de valeur ajoutée parce qu'on ne parle pas que du bâtiment, mais on parle de son environnement aussi. Donc, on voit les poteaux, les lampadaires, le mobilier urbain, les espaces de stationnement, les rues, les routes, les toitures et tout ça qui sert finalement à documenter un bâtiment dans son environnement ou à documenter un bâtiment à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, comme ici à Notre-Dame de Bon-Secours, où les relevés ont été faits suite à l'incendie de Notre-Dame
à Paris, Notre-Dame de Paris, ben, les gestionnaires ici ou les sœurs ont décidé d'investir dans un actif qui allait permettre de documenter les conditions existantes, de documenter les œuvres d'art, de documenter le bâtiment, à la fois pour des besoins de restauration et pour des besoins de conservation, puis de créer une forme de police d'assurance finalement sur les actifs sur le bâtiment, puisque la documentation technique existait. Oui, il y a des plans de construction, oui, il y a des plans d'architecture, mais il était vraiment incomplet. Il n'y avait pas de plan de structure, par exemple, pour le clocher. Il n'y avait pas de connaissances des bâtiments annexes qui sont liés à ça. Il y a eu une découverte qui était vraiment intéressante que je peux mentionner ici, que vous pourrez peut-être retrouver via mon site web. À l'intérieur du bâtiment, tiens, je vais reprendre le vidéo ici pendant que je le parle. Ben, il y a une voûte qui date de la fin du 19e siècle, 1800 quelque chose, 1880 autour. Mais au-dessus de ça, il y avait une voûte du 18e siècle, 1700 quelque chose. Puis il y a donc deux voûtes, une sur l'autre, qui se superposent. Puis on a été capable de rentrer des scanners 3D à certains endroits où il y avait eu des interventions pour les gicleurs, de rentrer les scanners 3D puis d'aller chercher les décors peints qui se trouvent sur la voûte, au-dessus de la voûte qui n'est pas visible. Donc la documentation ici a permis un peu de faire l'archéologie du bâtiment puis d'aller chercher finalement une information sur des éléments qui sont pas visibles puis de vraiment fournir une donnée qui a permis de sortir du cadre un peu de l'architecture traditionnelle. Ça a permis aussi de refaire une représentation des vestiges archéologiques sur ce bâtiment-là. Donc, une des particularités, c'est vraiment on a un site archéologique ici qui est en sous-sol, qui a été redécouvert dans les années 80-90 quand il y a eu des fouilles, parce que ça servait de dompe littéralement pendant des centaines d'années. On entreposait toutes sortes de cochonneries. Excusez-moi de le dire de même, mais c'était vraiment ça. Puis il y a eu des fouilles archéologiques qui ont permis de retrouver la première chapelle qui a été conçue par Marguerite Bourgeois. À l'époque, il y a même une plaque de plomb de la fondation de la chapelle qui a été retrouvée, qui a été numérisée par nous parce qu'il y avait des enjeux de conservation. Le plomb, à force d'être présenté, s'oxydait. Mais c'est une autre question, un autre enjeu. Mais on voit ici, les plafonds originalement sont très bas. On peut visiter, il y a un lieu de passage qu'on voit là, de droite à gauche qui est comme très simple. On va jusqu'au fond, on revient. Il n'y a pas d'accès pour des personnes à mobilité réduite, donc les chaises roulantes ne peuvent pas aller là. Certaines personnes âgées, ça peut être un enjeu parce qu'il faut prendre des escaliers qui sont en haut à droite. Puis on va avoir un point de vue unique du site ou unique sur un axe spécifique. Puis c'est difficile à comprendre. Ultimement, d'avoir une vue comme ça, ben, ça permet de sortir le site de son contexte, puis de le voir un peu plus en plan. Puis on a ludifié un peu la chose, là, on le voit peut-être pas super clairement, mais il y a les petits numéros qui sont là. Ben, ces petits numéros-là permettent aux guides animateurs de venir présenter aux gens qui peuvent pas aller sur place des éléments comme des foyers autochtones à droite, les numéros 1 et 2, qui datent de plusieurs milliers d'années. Les vestiges de la palissade de Montréal, la palissade de bois, le numéro 5, des vestiges de l'incendie. Il y a beaucoup de petits morceaux de charbon qu'on peut voir quand on se promène dedans. Puis, on a expérimenté ça dans une plateforme de visite virtuelle interactive en temps réel à la première personne, donc que je peux pas vous présenter aujourd'hui, mais qui est vraiment intéressante parce que ça permet, encore une fois, de ludifier l'expérience, de partager des informations dans une perspective autre. Donc, acquérir de l'information pour des professionnels, pour être capable de partager cette information-là. Le partage peut être à la fois la numérisation 3D, qui va servir à plusieurs professionnels, comme j'expliquais tantôt, que ce soit des architectes, des ingénieurs, des restaurateurs, des artisans, par exemple, des maçons. Ça peut servir à des urbanistes quand on travaille à plus grande échelle, parce qu'on le voyait tantôt, on ne capte pas que le bâtiment, mais on va capter aussi son environnement, les espaces adjacents et tout ça. Et ça devient un outil pour les administrateurs des lieux, ça devient un actif, c'est un investissement dans un actif. C'est pas une dépense, il faut vraiment le voir comme étant
la création d'une connaissance pertinente pour les professionnels, mais qui va rester dans le cycle de vie du bâtiment. Un bâtiment, ça naît, ça se construit, ça se transforme, puis il y en a qui meurent. Ben ça, on appelle ça le cycle de vie du bâtiment, au même titre qu'on a notre propre vie humaine. Ben c'est cet élément-là dans le patrimoine de la numérisation devient un actif pour mieux comprendre l'état, la condition réelle, à jour de ce lieu-là et de le partager devient quelque chose de vraiment intéressant pour ces différents professionnels-là. Euh, je vous invite à prendre ceci en note, iScan3D.cloud, ou même à prendre vos téléphones. Si vous avez vos téléphones avec vous, il y a un code QR qui est là. Le partage de l'information, ben ça, c'en est un bel exemple. Fait que je l'ai mis ici. Le code QR va vous amener après ça à l'horizontale à la grande ferme du Cap Tourmente que vous allez pouvoir visiter dans les photosphères 360 ou avec le nuage de points. Directement, donc de le voir un peu à vol d'oiseau. C'est un projet qu'on a fait l'an dernier parce qu'il y a un bâtiment de grange qui avait pas de grande valeur patrimoniale parce que relativement récent, 20e siècle, début 20e siècle, en très très mauvais état parce que pas entretenu correctement. Mais le nuage de points puis la donnée qui a été générée ben, permet de prendre connaissance du bâtiment, de le mesurer de façon précise. Vous allez voir son environnement. Donc, je disais tantôt les espaces de stationnement, la végétation, les dénivelés, les pentes et tout ça. Donc, ça devient un outil interactif qui permet de naviguer dans ce nuage de points-là, dans les photosphères, permet d'annoter, de mesurer, puis de partager de l'information comme on le voit là, vous avez accès aujourd'hui via le code QR à la grande ferme du Cap Tourmente. Puis sur la plateforme iScan3D.cloud, vous pourrez visiter des écoles, vous pourrez aller vous promener sur le site de la Grave aux îles de la Madeleine via les nuages de points et via de la photogrammétrie. Vous allez pouvoir expérimenter des modèles 3D des écoles en question. Donc, à droite, dans le partage, dans les outils, vous allez pouvoir, c'est ça, donc visualiser ces données-là, puis jouer avec ça. Donc, c'est des trucs qui s'apprennent, mais l'idée en arrière, c'est toujours d'avoir un actif qui est utile de façon précise pour les professionnels, puis qu'on peut partager à des gens qui ont pas de littératie, ou moins de littératie numérique, si on veut dire. J'ai pas besoin d'outils Revit, j'ai pas besoin d'AutoCAD, je suis capable de naviguer dans ça, je suis capable de regarder, visualiser, annoter, puis de prendre des décisions, de partager des informations aux gens avec qui je collabore, et voilà. Donc, le partage de l'information pour des relevés terrain et de la documentation technique. Comment ça marche, les relevés terrain? Donc, on va préparer d'abord et avant tout les zones à scanner. C'est quoi les conditions qui sont présentes sur place quand je veux aller numériser un site? Donc là, ici, je vois qu'il y a des clôtures, je vois qu'il y a du matériel de construction. On va revenir à ce bâtiment-là sur la rue Sainte-Ursule à Québec. Il y a eu un incendie. Donc là, j'ai besoin d'avoir des éléments de sécurité. Je vais choisir les appareils que je vais utiliser. Donc, c'est une maison 2 étages. Donc, je vais utiliser un scanner fixe, comme on voit sur la deuxième image en deux, pour aller acquérir l'information. Il y a un drone qui est utilisé ici aussi parce que toutes les lucarnes, finalement, viennent cacher un petit peu l'information, la donnée. Puis, il y a eu un incendie, donc ça a détruit la toiture. Donc, on veut documenter la toiture. Donc, préparer l'environnement, c'est de définir qu'est-ce qui va être ma contrainte. Sur le numéro 2, je suis à l'hôpital Royal Victoria à Montréal. Je suis dans des échafauds en hauteur. Donc là, je vais avoir besoin de mes harnais, je vais avoir besoin de matériel de sécurité. Donc, c'est d'ajuster finalement les outils aux besoins d'acquisition qui sont là pour être capable d'acquérir mes nuages de points qui peuvent être en couleur. On l'a vu tantôt, là, on se promenait dans des nuages 3D en couleur. Si vous êtes sur iScan3D.cloud, en général, ils sont en couleur. Mais ici, j'ai un bâtiment qu'on va revoir rue du Musée
qui est en ton de gris. Donc là, pour sauver du temps, ben, j'ai pas pris la couleur, mais je vais avoir des variations, des teintes de gris pour accélérer le processus. Puis ultimement, ben, je vais pouvoir modéliser cette information-là, donc de faire une maquette 3D, de partir d'un nuage de points, comme on voit ici, et de le modéliser en 3D. C'est pas très fluide, vous m'en excuserez, mais on voit la vieille prison de Trois-Rivières, donc on a le bâtiment qu'on peut après ça aller couper sur l'étage qu'on veut, donc en ayant numérisé l'enveloppe extérieure et le bâtiment intérieur, ben je vais avoir de façon précise l'immeuble, donc c'est plus flexible, c'est plus fluide, pardon, maintenant. Donc, j'ai le bâtiment, le nuage de points qui va être transformé dans un modèle 3D qui me permet d'avoir la définition précise des ouvertures, des dimensions, des locaux, des espaces, puis qui devient mon élément de référence pour modéliser. Donc, je planifie mes données, je planifie ma façon de relever, je choisis les bons équipements que j'ai besoin, je vais réaliser le relevé, je ramène ça au bureau et je vais traiter mes données pour être capable d'extraire de l'information pertinente pour les professionnels et pour les gestionnaires ou les propriétaires du lieu. Donc, je vais générer différents types de livrables, c'est ce que je parle depuis tantôt, les nuages de points. Donc, les modèles 3D qui vont considérer à la fois le terrain et les bâtiments. Puis de ces éléments-là, ben, je vais pouvoir sortir des plans 2D conventionnels. Donc là, on voit ici la maison Pierre Pellado, on voit les élévations en haut à droite, on voit le plan de l'immeuble à droite aussi. Donc, des documents techniques qui répondent à des besoins précis pour des professionnels qui vont réaménager des lieux. Un autre exemple ici dans le Golden Square Miles à Montréal. Donc, le bâtiment qu'on voyait tantôt en ton gris, c'est un bâtiment du 19e siècle, très richement décoré par endroits. On va le revoir, là, mais il y a comme un foyer là, au centre en couleur, des foyers qu'on voit en bas à gauche. Euh, donc, une architecture complexe parce que ça se compose de plusieurs bâtiments qui ont été construits sur plusieurs années. On va voir que les niveaux sont pas tous les mêmes. Puis, on a besoin d'avoir les plans d'intérieur, les plans d'extérieur, puis des profils pour être capable de couper finalement le bâtiment d'un bout à l'autre, pour être capable de comprendre les différents niveaux. Donc, on voit là, dans l'élévation de façade en haut à gauche que les niveaux de gauche de la section à gauche sont pas les mêmes que les niveaux à droite. Il y a quelques nuances là, qui différencient le truc. On voit le niveau de complexité des aménagements au niveau des plans, avec des fenêtres en ogive, toutes sortes de niveaux d'escalier. C'est vraiment comme un gros casse-tête. Donc, les niveaux, si on regardait de plus proche, on verrait un peu, dans certains cas, les effets de banane. Dépendamment des professionnels, on peut les représenter ou pas, dépendamment de l'envergure de la chose. Euh, Ça permet aussi de faire une représentation, donc c'était en ton de gris à l'extérieur, mais en couleur à l'intérieur, donc de faire une espèce de déroulé des pièces patrimoniales. Donc là, on part du plafond, on voit le plafond avec toutes les moulures sur les éléments de plafond, puis on voit chacun des murs finalement qui est comme déroulé, puis on voit un peu le niveau de détail qu'on peut aller chercher là, sur le foyer, tous les éléments sculptés ou moulurés qu'on est capable d'aller représenter finalement pour des fins de restauration ou on pourrait penser à faire un copier-coller d'un élément. Par exemple, il y aurait un élément sculpté à un endroit qui est disparu à un autre endroit, ben on pourrait, puis on le fait dans certains cas, j'ai pas d'exemple ici, mais numériser un des éléments puis être capable de l'imprimer en 3D ou de le réusiner en 3 dimensions avec des appareils CNC, donc des appareils qui permettent d'usiner des 3 axes ou des 5 axes, puis après ça, ben ça se fait vraiment beaucoup là, maintenant chez les maçons qui puissent réutiliser cette information-là pour après ça juste aller finaliser finalement les détails des pierres à intégrer dans une restauration d'un bâtiment quelconque. Donc, quand on parle de patrimoine, souvent, ben, on va parler de ces éléments d'architecture-là exceptionnels. Ben, ici, le scan, sans qu'il y ait je le mentionnais, mais ici, il n'y a pas de modélisation, puis il n'y a pas de tracé CAD là, dans ça. C'est juste une représentation visuelle qui déroule la donnée, l'information qui est captée par les scanners 3D. Donc, c'est important de le mentionner. On n'est pas toujours obligé de
pardon, de modéliser ou de dessiner ou de transformer l'information. L'information qui est captée constitue une donnée qui est pertinente puis qui peut être utilisée finalement directement comme un élément en soi. Donc voilà, un bel exemple ici. Puis ça, ici, c'en est un autre exemple pour à la ferme Rojo à Sherbrooke, une maison, une des plus vieilles résidences de Sherbrooke, qui est composée de la résidence principale, d'une résidence secondaire, d'une grange, d'un étable. Puis la ville avait peu de budget pour faire une évaluation des coûts des travaux pour la transformation. Donc, on nous a demandé de numériser le bâtiment puis de créer des tableaux de mesurage de chacune des pièces, de chacun des bâtiments, sans, encore une fois, avoir à retracer toutes les composantes. Donc, on voit là, c'est pas super clair, mais le bâtiment principal en haut, on voit un des étages au centre à droite, puis on a un tableau de mesurage complètement à droite qui va expliquer, bon, ben, la chambre du rez-de-chaussée, le salon, la cuisine, etc. Ben, quelles sont ces dimensions, longueur, largeur, hauteur, volume, superficie, qui nous permet finalement d'avoir un peu un tableau de mesurage un peu dans le type BOMA, pour ceux qui connaissent, là, quand on parle de locatif ou d'espace locatif, ben, on veut avoir un mesurage précis de chacune des pièces. Ça permet de quantifier les dimensions, mais ça permet aussi d'avoir une idée pour des estimations. Je veux repeindre la chambre, la cuisine, puis le salon. Ben, je vais être capable d'identifier le nombre de pieds carrés de murs que j'ai, puis d'acheter en conséquence combien de gallons de peinture ça me prend parce que j'ai la superficie, par exemple, d'un pied carré, ou je dois refaire les planchers, puis je dois les faire sabler, vernir. Ben, je vais être capable de déterminer exactement la quantité de pieds carrés, de superficie, encore une fois. Donc, les calculs de superficie sans avoir à modéliser, numériser, sont un bel exemple d'une application différente que je voulais illustrer ici. Un autre cas de figure, ben, on le voyait tantôt, là, le bâtiment dont j'ai parlé, la rue Sainte-Ursule à Québec, un feu qui s'est déclaré, un accident, ça a fait brûler une partie de la toiture, les ouvertures. On veut refaire les composantes de tuiles, de tuiles, je sais pas, je sais pas c'est en quoi les tuiles exactement, mais ceci dit, l'architecte puis l'assureur avaient besoin d'avoir des plans pour les ingénieurs aussi. Donc, ce qu'on voit, c'est une orthophoto en haut à gauche, une photo qui est en projection orthogonale de la toiture avec les lucarnes, avec l'escalier en arrière, une orthophoto de façade à droite, puis en bas, ben, on a un dessin AutoCAD avec les dimensions des lucarnes, de la toiture, les hauteurs et tout ça. Puis on a en bas à gauche ben, une représentation de la structure. Puis on voit que la structure est un peu croche, en fait, parce que la ligne de coupe, ben, l'illustre un peu, là, on voit un peu. Fait que pour des ingénieurs qui ont à intervenir, ben, ils savent exactement où sont les composantes. C'est comme si on avait finalement une vue en transparence au travers de l'enveloppe extérieure puis de l'intérieur. Ça nous permet de faire des corrélations sur des éléments complémentaires qui nous aident à prendre des décisions finalement qui sont justes, qui sont bonnes, puis qui sont basées sur des calculs qui sont réels. Donc, que ce soit pour des projets de restauration de bâtiments anciens ou pour de l'architecture très moderne. Ici, on voit là, l'architecture est assez complexe. On voit des éléments en porte-à-faux avec une structure un peu comme triangulaire. On voit c'est de l'architecture très moderne, petite façade en avant, mais on voit que la structure en arrière est quand même assez grande. On voit le niveau de complexité, on voit le dénivelé aussi de la topographie. Qui était un des défis importants. Ici, l'architecte nous a appelé parce que de faire des relevés conventionnels, c'était très compliqué, des volumes en avancée, en retrait, le portique d'entrée qui est comme reculé, l'étage en haut, puis en arrière avec le dénivelé, essayer de prendre des mesures sur la hauteur de ce truc-là, ça devient un peu complexe. Fait que là, le scan était vraiment intéressant. Peut-être qu'une des contraintes qu'on a eues ici, le propriétaire était absent de la maison à la journée où on est allé, donc on n'a pas pu rentrer à l'intérieur, aller sur les zones spécifiques, mais
C'était pas ça qui intéressait l'architecte principalement. Donc, on voit des petites zones non relevées, mais qu'on a pu extrapoler avec et les plans de construction et avec la connaissance qu'on avait des lieux. Donc, ici, un relevé qui prend quelques heures au maximum, des dessins d'élévation qui sont justes et précis, puis qui permettent d'intervenir donc sur le bâtiment, malgré une topographie complexe. La topographie, c'est un des éléments qui est un enjeu souvent parce que on veut avoir de l'information sur un milieu qui peut être très boisé. Donc là, on le voit, là, c'est un relevé d'hôpital, mais on a fait voler un drone LIDAR, donc j'en parlais un peu tantôt, de faire disparaître la topographie. Vous avez entendu parler de ça souvent là, quand on parle de découvertes fantastiques dans des forêts au Mexique ou à Angkor Wat, où ce qu'on réussit à retrouver des cités qui sont complètement disparues dans des zones anciennes. Ben, la topographie, le relevé par drone LIDAR permet d'extraire la topographie ou le scan 3D, comme on voit à droite, permet d'avoir une topographie sur une zone qui est en dénivelé importante. Donc là, le propriétaire des lieux voulait surtout avoir le terrain puis la position des arbres pour être capable d'installer des nouveaux escaliers sécuritaires pour être capable de descendre sur son terrain au bord du lac. Ça fait que l'architecture, c'est rien de faramineux, c'est de la volumétrie, mais on voit que le terrain, la topographie, elle, est beaucoup plus détaillée. Donc ça a été fait avec un scanner au sol. Puis ben, en bas à gauche, la maison Pierre Pellado que je vous ai présenté un peu plus tôt, ben, on voit là, en enlevant tout le terrain, tous les arbres, en segmentant l'information, ben, on avait de la topographie réelle, du dénivelé pour être capable d'aménager tout ça. Donc, les relevés topographiques, comme j'expliquais, ben, avec une autre technologie qui est complémentaire, encore une fois, à ce qu'on fait. Et je parlais de topographie, mais je peux parler aussi de thermographie. Qu'est-ce que c'est que la thermographie? C'est des capteurs infrarouges, ultraviolets ou multispectraux qui permettent d'identifier Là, on voit un petit peu au travers des composantes, là, parce qu'on va identifier des pertes de chaleur ou de l'humidité qui va s'être infiltrée dans des toitures ou dans des murs. Donc là, on peut parler aussi d'infiltrométrie ou de calcul d'humidité. Donc là, on voit vraiment à gauche la couleur que ça va générer. Donc là, on voit que la toiture, il y a beaucoup d'eau qui est à l'intérieur de ça, toutes les zones orangées. Ben, beaucoup d'humidité dans la toiture qui se reflétait dans les murs, puis on a été contre-validé avec un hygromètre là, à l'intérieur pour documenter finalement les conditions un peu à l'intérieur des murs. Donc, la thermographie ben, permet ça, de voir les pertes de chaleur, puis de comprendre l'infiltration ou l'humidité dans les structures pour mieux intervenir sur la restauration, la conservation, transformation d'un bâtiment avec ses conditions réelles. Ça nous amène un peu à documenter des états puis des problématiques de déformation dans des structures. Puis je prends l'exemple ici, vous n'avez peut-être entendu parler du Mount Stephen à Montréal. Encore une fois, on est dans le Golden Square Mile. C'est un bâtiment emblématique avec des boiseries fantastiques à l'intérieur. Donc là, une intervention de relevé sur la façade, puis sur certaines pièces qui composent, qui sont à proximité de la façade, parce que à l'intérieur, il remarquait qu'il y avait un décalement littéralement de la façade principale. Puis là, il fallait démonter toutes les boiseries pour être capable de les remonter puis de les reconstruire après avoir consolidé la façade principale. Donc, premier constat qu'on peut faire, on voit sur l'image de gauche, la pièce est rendue littéralement en angle comme ça. Ça fait que on a pu comme quantifier les déflexions sur les planchers, quantifier les déflexions sur les murs, puis faire un constat aussi sur le fait que les données qui étaient utilisées pour la restauration de la façade étaient juste pas bonnes. On voit que la partie à gauche de l'entrée principale correspond assez bien, mais plus qu'on s'en va vers la droite, plus que les fenêtres sont décalées, les colonnes sont décalées, les éléments sont décalés, les mesures sont pas bonnes. Donc, d'utiliser des données de plans anciens
puis de les transcrire sans faire de relevé, c'est le genre d'erreur que ça peut amener. Donc là, on a fait un constat, les plans ont été corrigés, ont été remis à jour, puis là, on avait vraiment une mise à jour réelle du bâtiment. Donc, c'est pas parce qu'il y a des plans qui existent ou c'est pas parce qu'il y a eu des plans de construction que ça représente vraiment la réalité des lieux. Donc, on peut faire je fais souvent la corrélation entre un tel que construit, un as-built, qu'on dit souvent en anglais, puis un tel qu'existant, un as-is en anglais. Donc, as-built versus as-is, tel que construit versus tel qu'existant. Ben, on voit encore une fois l'économie que ça peut faire ou la bonification que ça peut apporter dans un projet, puisque on va minimiser les erreurs, puis on va s'assurer que le processus va être beaucoup meilleur dans l'intervention qui est faite par les professionnels en ayant des documents qui sont à jour puis qui sont précis. Je parlais d'une police d'assurance dans les travaux. Ben, c'en est un bel exemple ici de ça. Euh, Quantifier les déformations, ben, ça se représente aussi de façon visuelle avec des codes couleurs, puis sur des échelles plus ou moins importantes. Fait que la façade que j'ai à droite, c'est une déformation sur 10 cm, donc toute la zone en rouge, c'est un bombement, un ventre de bœuf qui est sur cette façade-là. De façon importante, là. Hey, on parle de 10 cm, là, sortez vos règles, mais c'est quand même important sur un petit bâtiment duplex de 2 étages. Puis cette quantification-là, ben, est souvent difficile à voir par un professionnel, tu sais, à l'œil, là. Tu sais, de voir un bombement. Oui, on le voit, mais c'est combien? C'est 3 cm, c'est 2 cm, c'est au deuxième étage, c'est au troisième étage, c'est difficile à identifier. Puis, ultimement, les bâtiments vont bouger aussi, donc on peut faire un monitoring. Puis, c'est ce que j'illustre en bas à gauche, la même façade j'étais sur Mount Stephen tantôt. Ben, en la scannant à différents moments dans le temps, on a vu quels éléments avaient tendance à bouger après avoir été consolidés après les travaux ou pendant les travaux. Donc là, ça permet de sécuriser ces composantes-là. Ça permet de décider où on va intervenir. Cet exemple-là est assez simple. Je ne sais pas si j'ai eu le temps d'en mettre un autre, mais des fois, on peut avoir des bombements, des affaissements sur une même façade. Puis, il y a le principe des inspections de façade pour des bâtiments de 5 étages et plus. J'en ai pas mis ici là, parce que je voulais vraiment m'en tenir à des bâtiments plus petits, mais de choisir où on va faire ce qu'on appelle des ouvertures exploratoires, aller voir en arrière des murs, enlever des briques, enlever des pierres pour aller voir les compositions au niveau de la structure, qu'est-ce qui tient ça en arrière ou sont où les risques. Ben, quand on peut quantifier les déformations comme ça, on est capable d'identifier les risques puis d'intervenir de façon précise sur des zones qui peuvent s'écrouler, par exemple. On en a vu dans le passé. Donc, la quantification des déformations, ben, c'est une valeur ajoutée qui est liée aux scanners de précision. Fait que quand je parlais des scanners qui ont quelques millimètres de précision, ben, c'est un des avantages. Oui, je fais de la documentation technique, des dessins, des modèles 3D, mais je peux aussi voir comment est-ce que ça a bougé, puis d'intervenir en fonction de ces déformations-là. Donc, grosse valeur ajoutée. Donc, je peux le faire sur des façades, mais je peux aussi le faire sur des dalles. Donc, je parlais des bananes tantôt là, dans des bâtiments. Là, donc, ben, à droite, j'ai un appartement, puis je vois en mauve ben, une déflexion de 5-6 cm sur les pièces au centre. Donc, 5-6 cm, ben, tu sais, ça permet de voir qu'il y a peut-être besoin de consolidation au niveau de la structure. Si on veut mettre une charge supplémentaire ou si on veut ajouter quelque chose, un étage, peu importe, ben là, je suis capable de quantifier les espaces qui sont problématiques. En bas à gauche, c'est une construction flambant neuve. C'est neuf. Mais là, on a une déformation de quasiment 10 cm au centre d'une dalle de béton de garage. Là, ils n'ont pas pieuté en dessous. Puis là, tous les éléments de béton qui ont coulé se sont mis à fluer puis à devenir tout croche. Fait qu'un cas d'assurance sur un bâtiment flambant neuf qui a des problématiques de déformation quasiment en temps réel. Le propriétaire, il voyait les fissures apparaître d'une semaine à l'autre dans sa nouvelle maison. Fait que un cas d'assurance. Puis là, on voit que c'est sur un grid. Donc là, vraiment sur comment on appelle ça? Floor flatness, floor levelness. C'est comme un standard un peu ISO d'analyse de déformation sur une grid très technique, très quadrillée d'un truc. Donc, quantifier sur des façades,
quantifié sur de l'horizontal, mais quantifié sur des toitures aussi. Donc, je peux faire voler un drone pour voir si j'ai pour un enjeu de thermographie, mais je peux aussi voir les déformations sur mes toitures. Donc là, je vois les points bas en jaune, là où il y a eu des équipements électromécaniques, c'est un multiplex. Des nouveaux équipements mécaniques qui sont totalement à côté du drain. Puis c'est quoi l'enjeu? C'est que toute l'eau va se ramasser en dessous des équipements électromécaniques, ça se videra jamais dans le drain. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes à un moment donné. Ça fait que je fais un relevé de toiture pour documenter les conditions existantes. Puis en plus, ben, je suis capable de déterminer si j'ai des déflexions, puis si le type de problématique que ça peut apporter. Tout le volet de documentation technique, si vous voulez en savoir plus, on a une étude de cas qu'on a fait là, sur l'ancien hôtel de ville de Longueuil. Le code QR qui est là, ben, vous permet d'aller télécharger ça. Ça fait que si ça vous intéresse, vous pouvez scanner le code QR. Ça va vous amener vers une étude de cas, capture de réalité, jumeaux numériques des bâtiments, l'hôtel de ville de Longueuil, donc un bâtiment patrimonial. Donc, je vous laisse peut-être quelques secondes, le temps de prendre une gorgée d'eau. Ceux que ça intéresse de prendre le code QR, il est là. Sinon, peut-être en rediffusion, il sera toujours là. Un très beau bâtiment, n'est-ce pas, Ah, Richard? bonjour Stéphanie. Stéphanie, je pense que son bureau est dans ce bâtiment-là. Fait que, Exactement. ouais, voilà. Stéphanie qui travaille à la ville de Longueuil. Merci de ton intervention. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, 3, 2, 1, on continue. Documenter une série de bâtiments qui sont loin, des chalets au parc Forillon en Gaspésie. Qui est allé au parc Forillon à main levée? Je ne verrai pas vos mains. Mais vous savez que c'est loin, la Gaspésie. Ça fait que un déplacement, 2 ou 3 jours de relevé, 7 ou 8 bâtiments, merci Jean, 7 ou 8 bâtiments qui ont été numérisés d'un coup. On ramène l'information au bureau. On est capable de travailler après cette information-là, donc de modéliser, de faire les plans. Donc, on voit les nuages de points en haut, les scans 3D extérieurs, intérieurs. On voit la modélisation BIM, les plans CAD qui sont générés au centre. Puis, une des innovations qu'on a fait ici, ben, c'est d'imprimer ces modèles-là en 3D pour être capable de jouer avec. Fait que j'ai pas cette maquette-là comme telle, mais j'en ai un autre qui est imprimé ici. C'est sur les plaines d'Abraham. C'est un ancien blockhouse militaire anglais de post-conquête, donc fin 18e siècle, qui a été modélisé, basé sur l'iconographie ancienne, le plan relief de Québec, pour ceux qui le connaissent, la maquette du berger, et les vestiges archéologiques qui ont été retrouvés sur la fouille. Donc, l'impression 3D, qui est aussi quelque chose d'intéressant parce que ça permet de ludifier, ça permet de reproduire des trucs, ça permet à certains musées de créer des éléments pour financer, parce que si je fais de la reproduction des objets, ben, je peux les mettre en vente dans la boutique du musée, par exemple. On l'a vu à quelques reprises avec des niveaux de qualité plus ou moins grands, dépendamment de ce qu'on veut faire. Je pense à un projet de financement de la sculpture du parc du Cavalier de Lévis à Lévis. Tiens. Quand ils ont fait la sculpture, ben, une façon de le financer, ils sont allés numériser la sculpture qui est devant le Parlement. Puis là, ils ont fait des petits formats en étain, ils ont fait des moyens formats en différents métaux, puis ils ont fait 3 grandes sculptures, 3 grandes reproductions en bronze qui valaient 5 000 $ chacune à l'époque. Donc là, on a pris un élément patrimonial, on l'a reproduit, puis on en a fait un élément finalement de financement. Fait que j'amène ça ailleurs encore une fois, mais on est loin, on ramène la donnée, ça permet de gérer de l'information à distance, d'y avoir accès et de reproduire des composantes en 3 dimensions. Donc, c'était un peu l'idée de cet exemple-là. Je continue avec un presbytère ancien qui était à Saint-Michel-de-Bellechasse. Sûrement plusieurs d'entre vous connaissez le dossier. C'est une citoyenne qui nous a embauchés pour susciter la réflexion sur la conservation puis la préservation de ce bâtiment-là, parce qu'il y avait un enjeu politique à l'époque. Le maire de la place voulait plutôt raser le bâtiment pour faire des beaux condos,
parce que Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est un lieu magnifique. Il y a une vue exceptionnelle sur le fleuve. On est à proximité, donc une grande valeur pour un développeur immobilier. Mais c'est un bâtiment dont les fondations remontent au 17e siècle. Il y a la grange à Dîmes qu'on voit juste à côté, qui est vraiment intéressante. Puis elle proposait plutôt que ça devienne un élément de la municipalité, puis qu'on construise peut-être une bibliothèque, peut-être un centre d'interprétation. Donc l'animation qui est en cours en bas, ben c'est d'intégrer de la volumétrie dans le modèle 3D pour simuler un nouveau centre d'interprétation, mais dans une volumétrie qui servait juste à amener une réflexion. Parce que chez iScan, on n'est ni architecte, ni ingénieur, ni arpenteur géomètre, mais on a ces capacités-là, donc de créer du contenu animé pour être capable de susciter des réflexions, capable de s'interroger sur un réaménagement de façon sommaire, de façon plus ou moins précise. Donc, l'idée vraiment de créer un actif numérique qui a permis de faire les modèles 3D, les plans, tout ça. Puis je crois que le projet est en cours, peut-être de restauration. Il y a des architectes qui travaillaient dessus l'année dernière. Mais en arrière de ça, toute la représentation volumétrique des simulations pour proposer finalement des aménagements futurs possibles. Comme ici, un projet d'une toute petite maison à Beaumont, un projet réalisé par une firme d'architectes de Lévis, Labenco, qui s'interroge beaucoup sur l'innovation liée à l'aménagement. Donc, on voit la petite maison, photo Google Maps en haut à gauche, puis donc on l'a relevé, ça a pris une heure et demie, faire le scan extérieur-intérieur. Ça nous a permis d'avoir le terrain, les pentes, la topographie, les arbres, tout ça, qui ont été réintégrés dans des outils d'architecture. Donc, les architectes ont modélisé le bâtiment, l'ont représenté, puis là, on fait leur concept d'aménagement basé sur la donnée qui est là. Donc, ultimement, c'est à ça que ça sert principalement. Documenter les bâtiments, les modéliser pour être capable d'intervenir dessus, proposer un agrandissement. Ici, le terrain était tout petit, mais il y avait une possibilité d'agrandir avec un bâtiment à l'arrière, avec toutes sortes de trucs. Puis, ça permet de représenter finalement des concepts, de voir le potentiel. Ne cherchez pas le résultat, ça n'a pas été construit, mais n'empêche que de façon très rapide, on a relevé un bâtiment, il a été modélisé, puis il a servi en architecture à représenter les conditions existantes. Un peu la même chose ici qu'on a fait à l'interne. En urbanisme, on va avoir une autorisation pour être capable de construire une série de bâtiments un peu en retrait de la rue à Nicolet, puis ça passe pas au conseil parce que le monsieur qui habite à côté, lui, tient à sa vue sur la rivière, puis on veut absolument voir qu'est-ce qui se passe de chez lui quand on a intégré les multiplexes qui sont dans une pente descendante et tout. Ça fait que en haut, l'image, ben, c'est la vue de la rue avec les multiplexes. Puis en bas, c'est une vue en hiver, puis une vue en été du voisin en question pour être capable de voir qu'est-ce que lui, il voit. Donc les arbres qui sont là sont positionnés avec la volumétrie des arbres. Puis on n'est pas rentré dans la maison du voisin, mais en ayant les fenêtres par l'extérieur, ben, on était capable de faire des rendus, finalement, de simuler, même sur différentes saisons, les aménagements voisin du voisin, donc pour comprendre finalement qu'est-ce que ça allait donner, puis être capable d'avoir des permis d'aménagement de la part de la municipalité. Donc, des levées techniques pour des simulations, puis qui permettent d'aller au niveau de l'urbanisme. Je vais passer maintenant au dernier volet de la présentation, qui est quand même aussi important, mais tout ce qui est le volet des reconstitutions, de la mise en valeur, de l'animation, de la diffusion de l'information patrimoniale. Donc là, j'étais dans le volet vraiment technique, acquisition, rendu, simulation, architecture, ingénierie. Puis là, on va aller dans des volets vraiment plus mise en valeur, muséologie, diffusion en ligne, panneaux d'interprétation, visite virtuelle. Donc, on part un peu avec ça. Les exemples qui sont là, je vais y revenir, donc j'en parle pas plus que ça pour l'instant, mais on va commencer avec, avec des visites virtuelles personnalisées. Je vais essayer de copier-coller ce lien. Non, j'arrive pas. Copier le lien, est-ce que je peux copier le lien?
Ah, faut vraiment que je fasse escape. Ça. Ah non! Excusez-moi. Je voulais vous partager le lien, puis j'ai fait un escape. Ben, je vais le faire. Donnez-moi une petite seconde. Je le prends, copie, colle. Je vous l'envoie là. Vous pourrez aller visiter et je me remets en présentation plein écran. Voilà. Donc, ici, deux cas de figure faits pour la municipalité de Sainte-Adèle, le quadrilatère de la rue Morin. Donc, mettre en valeur les maisons des notables de la fin 19e, début 20e. Donc, une série de bâtiments dans un quartier. Sainte-Adèle est passé d'un quartier près du lac à un quartier près de l'autoroute, comme beaucoup de villages patrimoniaux. Donc, le contenu, développer des visites virtuelles, l'idée, c'est de prendre des photos 360, prendre les scans 3D, puis recréer des environnements euh, virtuels dans lesquels on va être capable d'intégrer du contenu. Donc, le deux exemples, le quadrilatère de la rue Morin, puis la maison Rousseau-Vermette. Le couple Rousseau-Vermette, c'est des artistes. On voit un peu le dallage au sol. Ben, c'est quand vous prenez le métro à Montréal, c'est Monsieur Vermette, Madame Rousseau. Madame Rousseau, elle faisait les textiles. Monsieur Vermette faisait les tuiles puis de la peinture. Ben, les tuiles que vous voyez là, c'est les tuiles qui décorent le métro de Montréal à l'origine. Puis lui, il en a pris des exemples, puis il a intégré ça dans sa maison. On voit un petit peu le cycle du métro au centre, puis on voit des œuvres de Madame à gauche, là, en rouge puis en bleu. Donc, c'est un lieu privé. C'est un lieu qu'on peut pas aller visiter. Donc, les visites virtuelles nous permettent d'aller entrer, de diffuser de l'information sur des composantes, sur des lieux qui sont difficiles d'accès. Donc, un exemple ici au niveau municipal, puis un exemple au niveau de la vieille prison de Trois-Rivières. Donc, créer des visites virtuelles, ben, c'est de personnaliser à quelque part la visite, d'avoir un contenu qui est propre au lieu qui nous intéresse, d'utiliser des objets, comme ici la clé, une des clés de la prison originale. C'est un projet qui a été fait pendant la pandémie. L'exposition en dedans sortait en même temps que la pandémie, mais pas moyen d'y accéder. Donc, par la numérisation 3D de la prison que je vous montrais tantôt, ben, on a intégré du contenu à ça, comme ici une actrice qui joue le rôle d'une prisonnière, qui explique un peu c'était quoi son rôle dans ça. On peut se déplacer dans des espaces fermé. On peut interagir avec les panneaux d'interprétation, donc vraiment accéder au contenu, interagir avec de l'audio aussi, toutes sortes de témoignages, ludifier l'expérience par des questions-réponses. Combien de gens pouvaient vivre dans un cachot, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, ludifier l'expérience, puis la rendre accessible à des jeunes à distance pour permettre d'accéder à ce lieu-là, d'avoir donc des gens qui sont en Gaspésie ou en Abitibi peuvent réserver la visite de la vieille prison, puis avoir un guide animateur qui vient faire le tour avec eux, puis qui vient leur faire la présentation. Dans le contexte aujourd'hui où les budgets sont de plus en plus limités pour les groupes scolaires, ben c'est une belle expérience là, ou une belle opportunité de rendre accessibles les lieux finalement. Puis de continuer, dans certains cas, à vendre l'expérience. Tu sais, il y a quand même, il peut avoir un coût parce qu'il y a un guide, parce qu'il y a un contenu, parce que donc de rendre accessibles des lieux qui sont difficilement accessibles pour des gens lointains, puis de partager de l'information historique, culturelle, pertinente. Donc voilà, c'est le cas de la vieille prison. On va revenir tantôt à la fin comme un autre exemple. Dans certains cas, la mise en valeur, ben, c'est de documenter un lieu avant qu'il disparaisse. Ici, la maison Biniel à Québec, certains d'entre vous la connaissent, j'en suis convaincu, laissée à l'abandon par un propriétaire parce que la valeur du terrain était beaucoup plus importante à ses yeux pour un développement immobilier que celui de l'immeuble. Donc, on a été sollicité ici pour créer, faire une numérisation 3D. Il y avait des travaux qui avaient été entrepris. Un- un employé ou de l'entrepreneur s'est blessé, ça fait qu'ils ont arrêté les travaux, puis finalement, ils ont permis que la maison puisse être démolie, mais après qu'il y ait eu un relevé exhaustif. Pourquoi on a fait le relevé? Ben, ultimement, pour avoir un visuel de ce qui était là,
euh, je vais passer les détails du visuel, mais de recréer à quelque part un peu ce à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. Donc là, on a mis quelques énergies à recréer les extérieurs, puis à recréer les intérieurs du bâtiment, à faire des animations, à faire une visite virtuelle des lieux pour être capable de voir un petit peu ce à quoi ça pouvait ressembler. Puis dépendamment des budgets puis des ressources qu'on a, ici c'était quand même très limité, ben on peut pousser l'expérience plus ou moins loin au niveau du réalisme. On aurait pu faire affaire avec des équipes de jeux vidéo, mais on n'avait pas les moyens de ça. Donc, on y a été du mieux qu'on pouvait en documentant les couleurs, en documentant les papiers peints, en documentant les boulures, puis en les représentant un peu comme si c'était pas démoli, comme si c'était à l'époque tel quel. Dans d'autres cas, ça va être au niveau archéologique qui ça va nous servir pour représenter l'évolution d'un bâtiment, donc des vestiges de la maison Bélanger ou Ballanger à Montmagny, une maison de colonie du 17e siècle qui a été détruite lors de l'invasion de 1760. Donc là, aucun relevé 3D qui a été effectué, c'est vraiment d'utiliser les rapports archéologiques pour avoir les dimensions, pour comprendre l'évolution du bâtiment. Puis on a comme créé un outil où on a les trois époques du bâtiment, donc la première maison, la deuxième maison avec un agrandissement où il y avait l'étable, la grange étable qui était directement adjointe à la maison pour que les animaux puissent survivre l'hiver, puis ça chauffait l'un l'autre. Puis une série de points d'intérêt qui viennent expliquer un petit peu à la fois l'évolution de la maison, puis le contenu, la nomenclature du fenil, par exemple, ou de certaines composantes architecturales. On a refait aussi une représentation comme de la terre, là, les terres du régime français très longues, avec le petit ruisseau, tout ça, la topographie, des éléments de la structure, de la charpente, pour être capable d'expliquer finalement, de se servir de ça pour expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Sur une plateforme qui s'appelle Sketchfab, que je pense que je vais pouvoir vous partager ici dans la discussion. Vous y trouverez un paquet de modèles 3D. Je pense que celui-là, il est public. Donc, le Sketchfab, qui est une plateforme en ligne qui permet de diffuser des modèles de 3D de façon gratuite ou dans certains cas téléchargeable ou qui peut se brancher avec des outils comme Unreal Engine, des outils de jeux vidéo pour devenir des actifs pour des simulations 3D ou des choses comme ça. Donc, Sketchfab, qui est un outil où vous trouverez, là, chercher musée, chercher des pièces anthropologiques, chercher n'importe quoi. Vous allez trouver vraiment beaucoup de patrimoine là-dessus. Beaucoup de niaiseries aussi, mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de contenu. Puis, en fouillant un peu sur le volet iScan, ben, vous trouverez quelques exemples de projets sur lesquels on a travaillé, que ce soit des objets ou des sites. Des sites archéologiques comme celui-là, un moulin à contre-cœur. Donc, en haut à gauche, ce que vous voyez, c'est la combinaison du scan 3D avec les photos. Donc, tous les petits carrés bleus, c'est les photos qui ont permis de créer un modèle 3D photogrammétrique qu'on voit en bas à gauche, sur lequel on est venu mettre un moulin d'époque selon l'iconographie et les recherches historiques, dans lequel on voit aussi des éléments de la mécanique du moulin. Donc, lui, il n'est pas animé, mais l'exemple que je vous montre après est animé. Donc, vraiment, l'idée, c'est de partir d'un vestige, d'ajouter des volumétries et de faire des rendus pour être capable de l'intégrer dans un élément d'interprétation. Ça pourrait être un panneau, par exemple, ou ça pourrait être un code QR, ou ça pourrait être un site web, comme c'était le cas pour le projet avant. Comme c'est le cas un peu ici aussi le Marche à terre, ceux qui ont visité le musée Pop à Trois-Rivières, ben, il y a cette super structure-là qui se trouve à être dans le hall d'entrée, qui est expliquée sur des panneaux d'interprétation, mais qu'on a un peu de difficulté à comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Bon, on voit que c'est une grosse structure de bois avec des morceaux de bois qui permettent d'activer une roue.
Donc là, on a vu un peu le processus où on a fait on a fait le scan, on a fait la photogrammétrie, on a fait la modélisation 3D, on a optimisé le modèle, on l'a animé, puis ultimement, on l'a intégré dans une application avec la réalité augmentée, où en étant sur place, le téléphone nous permet de voir le contexte dans lequel le marche-à-terre était utilisé, donc qu'il soit animé par des bœufs ou des chevaux, ben, il servait ultimement à opérer un équipement mécanique qui servait à moudre le grain. On n'a pas animé la machine pour moudre le grain, mais on le voit un petit peu dans un contexte de grange tel qu'il pouvait être à l'époque, puis comment ça se branchait et tout ça. Puis on voit un petit peu là à gauche aussi des exemples que vous allez retrouver sur Sketchfab, que ce soit des bâtiments ou des objets ou des vestiges archéologiques, ben, ça permet de partager cette information-là. On parle de simulation, ben, on parle de simulation de paysage. Ben, je voulais vous montrer un peu quand on capte des environnements puis des paysages. Ici, on est à Nicolet. Nicolet, qui est une ville qui était très religieuse à l'époque, qui a vécu un événement traumatisant dans les années, deux événements, 54-55. Un incendie d'une partie du centre-ville et un affaissement de terrain assez majeur au centre-ville. Donc là, le drone, la photogrammétrie, la numérisation 3D a permis de capter un paysage qu'on voyait juste avant. Puis là, on voit l'évolution du paysage, une reconstitution du paysage tel qu'il était en 1955, basé sur de la vidéo, des photos, de l'iconographie, des plans anciens, tout ça. Donc, ça nous permet de comprendre, de passer d'une époque à l'autre. Donc, on vient de passer à partir d'un modèle 3D d'aujourd'hui à une reconstitution historique d'un affaissement de terrain qui est un traumatisme assez grand. Je vous invite à remarquer la cathédrale qui venait d'être terminée à l'époque, à la fin des années 50. Une partie du presbytère ou du bâtiment qui est littéralement parti à côté, qui va disparaître après ça. Ils vont littéralement démolir cette cathédrale-là, puis ils vont faire un réaménagement complet des lieux. Donc, la simulation 3D de paysage, la captation de réalité qui nous permet de passer finalement d'un environnement à un autre, d'expliquer l'évolution d'un lieu, comme ici au monastère de l'Hôpital général de Québec, où les modèles du bâtiment que vous voyez là sont issus d'un processus architectural de numérisation 3D intégré avec la donnée géomatique qui vient ultimement expliquer l'évolution du cadre bâti du monastère de l'Hôpital général. Donc, pour ceux qui sont allés, qui ont pu visiter, sinon, allez-y l'été prochain, ben, ils présentent un petit vidéo d'une dizaine de minutes où ces éléments-là de 3D, de géomatique, viennent expliquer l'évolution du territoire, viennent illustrer le cadre bâti, viennent justifier un petit peu le 3D devient un outil finalement à expliciter le patrimoine, expliquer l'histoire, expliquer l'évolution d'un lieu, d'un site à une époque donnée. Donc là, on passe vraiment du passé au présent, un peu comme on a fait à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, dans le bas du fleuve, ben, on a fait une série de simulations 3D qu'on a intégrées dans des outils de jeux vidéo qui passent d'une époque à l'autre. Donc là, on voit vraiment l'évolution du territoire, finalement, basée sur les connaissances qu'on a. On voit qu'il y a de plus en plus de bâtiments qui vont s'installer sur le territoire. Donc, on a essayé vraiment de simuler ça du mieux possible, à la fois pour la partie qui est aujourd'hui le cœur du village, mais aussi pour une autre section, secteur de Saint-Patrice, là, qui était un autre, au départ, Rivière-du-Loup se développe de l'ouest vers l'est, puis ça a été donc intégré dans des panneaux d'interprétation qu'on a baptisé des fenêtres sur le passé. Donc, le 3D ici, les rendus 3D servent de contenu dans un panneau, puis il y a un effet de semi-transparence qui nous permet de voir le paysage derrière, puis d'essayer de le remettre dans son contexte.
Donc, si vous suivez un petit peu là, le panneau en haut, ben, vous allez voir que le paysage se poursuit d'un panneau à l'autre parce que toute la partie ciel, finalement, on le laisse libre. Puis ça nous permet de. Ceux-là étaient positionnés sur le quai de Rivière-du-Loup, puis l'autre dans le secteur Saint-Patrice. Celui dans le secteur Saint-Patrice, on a essayé de faire vraiment un rendu dans la perspective de là où étaient les bâtiments à l'époque qui sont complètement disparus. Donc, des fenêtres sur le passé, de créer du contenu explicatif pour mettre en valeur des éléments du patrimoine qui sont disparus via des panneaux d'interprétation qui sont bonifiés par la visite virtuelle, puis par le petit bout d'animation 3D que vous avez vu tantôt. Ça fait que allez voir sur Rivière-du-Loup, commémoration 350e, vous allez trouver du contenu comme ça pertinent. Je vais terminer avec un des exemples là, qu'on a parlé au départ, les Ursulines de Trois-Rivières, parce que c'est vraiment un processus qui est intéressant pour nous dans le sens où ça nous a permis d'expérimenter puis d'explorer toute une série, toute une époque. Puis je vais terminer, j'essaie de clencher un petit peu là, pour terminer. Euh, En 2015, on a commencé à faire des fouilles non, il y a eu des fouilles archéologiques sur plusieurs années, puis j'ai été impliqué comme professionnel à faire les relevés de ces vestiges-là. Donc, on voit là différents sondages avec des fondations de bâtiments qui ont été retrouvées sur place. Donc, différentes fondations que l'archéologue cherchait à comprendre puis à interpréter dans le paysage. Donc, tous ces éléments-là du patrimoine immatériel ou le patrimoine archéologique qui ont été retrouvés, mais ont permis de faire une forme de cartographie des lieux, puis de le positionner comme un arpentage finalement, mais en 3 dimensions. Donc, on voit les différents vestiges qui ont été retrouvés. Ça a servi donc au niveau des rapports archéologiques. Cette expérience-là nous a permis de superposer les données, là, comme on voyait tantôt, les plans anciens du bâtiment. Ben, les plans relativement modernes, en fait, parce qu'ils avaient été faits par des étudiants. Puis on voit un peu l'enjeu que je disais tantôt, là, de valider la position. Là. Les cheminées sont pas à leur place, les fenêtres sont pas toutes à leur place, la sortie de secours est pas à sa place. Donc là, on a le scan 3D en arrière, puis le dessin. Donc cette mise en plan-là, finalement, a convaincu les sœurs, avant de partir, de générer un actif sur le bâtiment, sur la Maison Blanche, puis on a eu un mandat pour numériser l'ensemble de l'intérieur puis de l'extérieur du bâtiment, qui est aujourd'hui propriété de la ville, puis qui a amené le musée, parce qu'il y a le musée des Ursulines qui est là, à nous demander de faire une espèce de synthèse 3D pour créer une expérience interactive pour le musée, finalement. Ça fait que on avait nos modèles 3D, notre 3D, il y a la synthèse du potentiel archéologique, où ce qu'on voit les différents bâtiments à différentes époques, l'iconographie, une morphogenèse qui avait été faite par des étudiants en architecture à l'Université Laval. Donc, on voit un peu l'évolution du cadre bâti à différentes époques, vu en plan. On a réutilisé les plans anciens, les plans d'assureurs, par exemple, en combinant avec les archives. Donc, on voit là vraiment les premières photos de Trois-Rivières en bas à gauche ou de l'iconographie qui nous permet de voir un peu l'évolution du cadre bâti, les sources historiques, des plans aussi vieux que début du 18e siècle. Puis, il y avait une simulation 3D qui avait été faite aussi par l'Université Laval. Malheureusement, la conversion des données, on n'a pas été capable à l'époque, là, puisqu'on parle de 2018, 2016, 2017, dans laquelle on travaillait ce projet-là. La conversion des données était complexe, fait qu'on a recommencé un peu la modélisation en se basant sur les différentes sources, là, les photographies, les cartes postales, la vue de Trois-Rivières de 1880, tout ça, les différentes vues plus anciennes qui nous a permis finalement de remodéliser le terrain à différentes époques, puis de créer un petit projet interactif où la volumétrie des bâtiments était présentée de façon relativement sommaire, mais une expérience sur une vingtaine d'époques où on a intégré à la fois nos scans comme ça pour en faire une visite virtuelle, donc intégrer des photos et des vidéos 360 avec une trame narrative qui permet de visiter des espaces qui sont inaccessibles, comme la crypte ou le grenier, par exemple,
Donc, d'amener les visiteurs dans des endroits où la visite est pas possible. Donc là, on voit la crypte, une des cryptes des sœurs, puis de créer finalement des contenus interactifs, puis des contenus où on pouvait se déplacer aussi dans le temps. Donc, on a fait une espèce de ligne du temps qui présente la volumétrie des bâtiments, puis qui nous permettait d'aller voir cette volumétrie-là de façon sommaire en fonction de l'expérience qu'on pouvait en faire, puis de même de naviguer sur les étages, de voir un peu les espaces qui sont là. Fait que je passe un peu plus vite, mais de recréer ces éléments-là. Ici, on est comme au 18e siècle, là, début 1700 ou quelque chose comme ça. Ici, 1860, l'hôpital, ou non, c'est vraiment, en tout cas, non, on est vers 1720. C'est ça. Fait que là, des rendus où on peut naviguer, regarder à gauche, à droite, de voir un peu la simulation de l'aménagement du territoire, du paysage qu'on pouvait avoir avec le cœur du village ou le cœur de la ville de l'époque de Trois-Rivières, là, tel qu'on pouvait un peu l'avoir. Donc, une interprétation historique, finalement qu'on a repris par la suite avec le centre, le CECI, le Centre des congrès de Trois-Rivières. Fait que si vous allez sur Google Maps, puis que vous mettez votre petit bonhomme dans le coin des Ursulines de Trois-Rivières, ben vous allez voir une série de points bleus comme ça. Puis là, vous allez pouvoir vous déplacer dans trois époques, 1720, 1860, 1960, de l'évolution un peu du cadre bâti. Donc là, c'est là qu'on a commencé à intégrer nos modèles 3D dans des outils de simulation de simulation. Euh, on a fait un projet pour numériser des collections, donc avec les jeunes, voir les collections entre des collections archéologiques, des collections ethnographiques, pour avoir les objets en trois dimensions. Puis, ultimement, là où ça devient intéressant, c'est que on a repris encore une fois ces rendus-là avec le projet de la vieille prison pour l'intégrer dans des panneaux d'interprétation. Donc, à la vieille prison, c'est un panneau 220 degrés. Donc, l'idée, c'est d'avoir une réalité augmentée immersive, mais sans technologie. Il y a quand même un code QR qui nous amène vers des rendus. Puis aux Ursulines, ce qui est le fun, c'est que les panneaux sont positionnés, sont géopositionnés pour que les rendus présentent la perspective des bâtiments anciens qui sont disparus puis qui ont été positionnés grâce aux vestiges archéologiques, à l'iconographie et tout ça, puis qui ont été reconstitués comme ça. Donc là, les panneaux d'interprétation qui viennent se positionner de façon géodésique, puis où l'intelligence artificielle peut venir bonifier la qualité des rendus. Donc, on a fait un test avec la vieille prison, là, on a vraiment le paysage. Ben là, on voit les rendus quand on l'intègre avec l'intelligence artificielle générative en prenant les mêmes images pour venir les bonifier, ce qui vient accroître la qualité de l'information, la qualité du visuel de façon très importante. Je termine avec deux slides, les enjeux un peu de ça, les coûts, l'accessibilité, les retours sur l'investissement. C'est vrai que des scanners 3D, ça coûte cher, que la photogrammétrie, que les processus peuvent coûter quand même assez cher, mais ultimement, il peut y avoir des retours sur l'investissement qui sont assez importants, surtout en termes d'assurance, de précision, de qualité de l'information. L'autre enjeu qu'on retrouve souvent, c'est la conservation numérique des données, les standards qui vont évoluer, la pérennité des données, mais de plus en plus, c'est adressé parce qu'on uniformise les données, puis honnêtement, on n'a pas perdu grand données dans les 15-20 dernières années de notre travail. On en a perdu un petit peu, mais ça se conserve quand même, mais il faut avoir une conscience de passer ces informations-là. De les sécuriser, d'avoir des bons processus de gouvernance puis de conformité, de les structurer de façon pertinente pour le long terme. Et je termine sur ce point. J'espère qu'aujourd'hui, j'ai pu vous démontrer que les technologies 3D en patrimoine, dans le domaine du bâtiment, ben, c'était des outils qui étaient précis, rapides, sûrs et qui permettaient de faire de la documentation, que notre expertise chez iScan qu'on a développée au fil des années, c'est quelque chose qui sert à l'accompagnement des professionnels puis des gestionnaires, puis qui a beaucoup de valeur ajoutée au niveau de la valorisation du patrimoine et de l'utilisation des données à toutes sortes de sauces. Et je vous remercie de votre écoute. J'ai parlé beaucoup pendant cette heure et demie-là. Et voilà, si vous voulez nous contacter, nos coordonnées sont là. Si vous avez des questions, je suis à vous. Merci beaucoup, tout le monde. Voilà. Merci, Claude.
Merci beaucoup, Monsieur Lapointe, pour cette présentation. C'était vraiment intéressant. On a bien vu toutes les possibles applications là, du 3D en patrimoine. Je vois qu'il y a une main levée. Stéphanie Brio, vous pouvez activer votre micro. C'était pas une main levée, c'était des petits applaudissements pour la présentation. Ah, OK, OK. Oui, mais c'était très bon. Très intéressant aussi. La présentation visuelle était vraiment top. Donc, je ne sais pas si on a des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Oui, en fait, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent parler, mais j'en aurais une. En fait, c'est en cours de route, vous avez répondu à plusieurs de mes questions, dont la conclusion. Mais mon point était qu'au niveau de la conservation des informations sur les caractéristiques et les détails des patrimoines bâtis, des bâtiments, parce que vous disiez que des plans, il y a des informations qui manquent dans certains plans lors de construction, mais qu'il y a aussi d'autres constructions qui ne sont pas, que les plans montraient des constructions qui ne sont pas réelles, en fait, qui ont été Ouais. modifiées en cours de route. Alors, cet aspect-là, je me demandais qui les conserve, ces informations-là actuellement? Est-ce que c'est le client ou des fois le ministère de la Culture? Est-ce que ces informations-là sont justement préservées à long terme, là, quelque part? La réponse est multiple, autant qu'il y a de projets, parce que dans certains cas, c'est les professionnels. Nous on a une politique interne de conserver l'ensemble des données qu'on génère de façon organisée le plus possible. Fait que quand on est en production, on va systématiquement avoir deux copies de travail sur deux serveurs internes, puis une copie qui va être faite en ligne à chaque semaine. Après ça, quand les projets sont terminés, on va les archiver sur deux disques durs, un qui va rester au bureau, l'autre qui va être à l'externe. Certains professionnels vont demander à avoir l'information. Dans certains cas, le ministère peut le demander, mais on a un gros enjeu de conservation puis de mise à jour des données parce que en général, les gens ils veulent avoir le prix le plus bas. Donc, un prix bas, ça fait en sorte que on veut pas toujours avoir le nuage de points, on veut pas toujours avoir l'information, on va avoir un livrable, on va avoir un plan, on va avoir une déformation, on va avoir un livrable technique. Donc, le cumul, vous avez vu aujourd'hui là, le nombre de projets patrimoniaux, puis c'est juste la pointe de l'iceberg, là, honnêtement. Là, on a travaillé sur des milliers de bâtiments au Québec, là. Puis souvent patrimoniaux des églises, là, j'ai présenté quasi aucune église aujourd'hui, là, mais on doit en avoir numérisé des dizaines, là, on a numérisé des dizaines. Là. Puis le ministère, c'est un enjeu que j'essaie d'adresser maintenant au ministère de la Culture, de savoir toutes ces données-là constituent un peu la mémoire de notre patrimoine bâti, puis valent quelque chose. C'est un des grands actifs. Là. On a à l'interne 1 pétabyte d'informations, c'est 1000 terabytes. Fait que vos ordinateurs qui font des gigs, ben là, il y a des terras, ben là, on est devenu à des 1000 teras, ben c'est là, on est dans des pétas. Fait que là, on est rendu dans des quantités d'informations qui sont vraiment faramineuses. Puis, c'est un enjeu qu'on essaie d'adresser de cette façon-là en gardant mémoire ici, mais ça a un coût, ça aussi, là, d'avoir des serveurs de haute résolution, d'avoir des serveurs performants, d'avoir des disques durs. On a 47 disques durs en doublon actuellement à l'externe de la production qui est là aujourd'hui. Fait que on a tout indexé ça. C'est ce qui m'a permis aussi de retrouver là, la présentation que vous avez vue aujourd'hui, elle est exclusive à vous. Là. C'est pas quelque chose que j'avais déjà construit. Là. J'ai vraiment reconstruit quelque chose pour aujourd'hui. Ça fait que c'était pas parfait. Là. Moi, je vois plein de petites choses, mais voilà. C'est que l'enjeu de la conservation, l'enjeu de la diffusion, l'enjeu de la préservation, ben, c'est aussi des plateformes comme iScan3D.cloud qui permettent de le faire, puis d'y accéder. Puis Ouais, voilà. parce qu'il faut avoir les outils pour être capable de lire vos informations. C'est comme autrefois quand on se débarrassait d'un ordinateur avec des informations, le disque dur, mais quand même, pour retrouver l'information, il faut avoir les logiciels ou les systèmes qui permettent de récupérer cette information-là. Oui, Donc, c'est un enjeu pour le futur, en tout cas. oui. Je ne sais pas, j'ai une autre question, mais dans le fond, j'ai vu qu'avec Beaumont, des propriétaires comme les propriétaires de maisons anciennes du Québec, des individus, peuvent avoir accès à vos services Oui. pour documenter leur maison, en fait, conserver et justement d'avoir de l'information sur leur maison, les caractéristiques et les documenter. Euh, Quand vous faites l'interprétation, travaillez-vous avec des ingénieurs, des architectes, des spécialistes en termes de bâtiments?
Systématiquement, là, oui. Ben, OK. systématiquement, quand, à la minute où il y a de la conception, de la construction, de l'architecture, comme j'expliquais dans ma présentation, nous, on fait pas de conception, on fait pas d'architecture. On peut faire de la représentation volumétrique ou symbolique, mais ça ne fait pas place de plans et de vie. Fait que le cas de Beaumont, ben, on avait une question, Mme Cloutier, qui me demandait combien peut coûter un truc comme ça. Ben, on parle d'un frais de déplacement, donc il faut partir de Trois-Rivières pour se déplacer aller-retour, déjà en partant, ça fait que c'est un frais kilométrique. Puis après ça, ben moi je l'ai chargé sur un taux horaire dans ce cas-ci, là, ça fait on avait une facture de peut-être 1500 $ au total pour le relever, et ça exclut le travail de l'architecte. Donc là, l'architecte, après, lui, il a fait sa conception, il a fait les plans et devis, il a fait les simulations, donc là, c'est un autre montant qui a été pris par l'architecte. Donc, en général, là, un scan 3D, on parle d'à peu près 2000 $ pour une demi-journée, plus un frais de déplacement, ce qui inclut les relevés puis le traitement de la donnée de base, là, les nuages de points. S'il faut faire voler un drone par-dessus, il y a un montant qui va venir en extra pour traiter la donnée aussi. Puis là, ben, s'il faut modéliser, traiter, faire des plans, faire de la déformation, faire des modèles 3D, ben là, il y a un autre montant qui va venir en fonction de l'envergure du projet, en fonction du niveau de détail aussi, je n'ai pas parlé, là, mais le niveau de détail va avoir un impact. Là, si j'ai plein de fioritures rococo baroque versus si j'ai une maison très simple, ben, vous comprenez que c'est pas le même enjeu de traitement d'information, donc le coût va varier en fonction des besoins, des livrables, puis de l'envergure du mandat. Voilà. Ouais, surtout que parfois, les détails, ça prend, comme on regardait le foyer, si c'est à 2 mm de différence pour ce qui est embossé, ça veut dire un niveau de précision beaucoup plus poussé pour reproduire, en fait, le fini embossé. Hein. Donc, ça se fait pour des maisons. Vous avez parlé du coût, là. Je vois aussi que vous avez parlé de Mont-Stéphane. Mont-Stéphane, il y avait eu un problème quand les travaux ont été faits. Je crois que c'est la cheminée nord qui avait bougé dans la construction, qui ne devait pas bouger. Est-ce que, justement, dans votre participation à des projets, vous pouvez faire des suivis en cours de route pour vérifier s'il y a des choses qui ont bougé, qui n'auraient peut-être pas dû bouger, ou qu'il y Ouais, a du mouvement? C'est des choses que ouais. vous pouvez faire, ça. Ouais, c'est un des gros avantages quand on utilise des scanners fixes là, pour la précision. On est capable de le faire en inspection de façade. Par exemple, si je fais le même bâtiment à tous les 5 ans, je vais être capable de déterminer les endroits où il y a eu des mouvements dans une façade, puis là, de vraiment sélectionner les endroits où intervenir, puis en ayant une information qui est très précise puis qui est pertinente pour les professionnels. Dans certains cas, comme Mount Stephen ou dans d'autres cas de travaux, on faisait des monitorings très fréquents pour voir Mhm. l'évolution, pour éliminer le risque si je suis au centre-ville de Montréal, par exemple, puis qu'il y a des travaux, puis qu'on pense qu'il y a quelque chose qui peut tomber, ben c'est important d'être capable de le quantifier puis de positionner ça. Ça fait qu'on appelle ça un monitoring de données 3D. Puis c'est précis à quelques millimètres, puis ça donne vraiment une information pertinente pour les professionnels qui ont cette ouverture d'utiliser ces données-là. Mm. Surtout en cours de projet, pour éviter justement, comme la cheminée, à principe, qui aurait bougé, ben, on peut au moins voir venir, ou en tout cas, Ouais, voir très rapidement qu'il y a eu une défaillance, là. ouais. Dernière question. Vous parliez que vous ne voyez pas au travers des vêtements, au travers des murs, au Non. travers du sol, mais à l'aspect archéologique, là, qu'on voit les équipements que les gens se promènent avec une espèce de tondeuse qui va chercher le détail du sous-sol. Est-ce que, oui, est-ce que c'est quelque chose que vous incorporez, vous allez incorporer éventuellement dans votre travail? On se le fait demander peut-être 2 ou 3 fois par année. Puis là où ce qu'on se le fait demander souvent, c'est sur des murs de maçonnerie pleine ou pour essayer de voir au travers des murs, mais ça fonctionne malheureusement pas. OK. Ça fonctionne pour des dalles de béton, pour aller voir des conduits électriques ou des Mhm. tuyaux, des éléments de plastique dans des structures de béton. Mais en archéologie, ça va fonctionner si les sols euh, sont pas uniformes. Dans le sens où je m'explique, si je suis dans un champ, puis j'ai construit une maison, puis que la maison a été arasée, le géoradar va super bien fonctionner. Mais si je suis dans le centre-ville de Québec, puis qu'il y a eu Mhm. de la démolition, puis de la démolition, puis c'est déjà de la roche, ben le sol est homogène, c'est de la roche sur de la roche, fait que ça fonctionne pas très bien en fait. Fait que le géoradar, il est à prendre un peu avec un grain de sel parce que dépendamment des contextes dans lesquels on veut l'utiliser, là où ça fonctionne bien, les cimetières. Tu sais, Ben, c'est ce on que j'allais entend vous dire. parler, là.
Ouais, ma question était vers ce point-là, vers les vieux cimetières. C'était plus dans ce Ouais, sens-là que. Donc, ça, ouais, ça paraît utile et incorporé à votre modélisation ou reconstitution, finalement. effectivement. OK, parfait. Effectivement. Merci, c'était mes questions. Ben, merci à vous. Si vous avez une autre question, on peut peut-être en prendre une dernière. Vous pouvez l'écrire dans le chat ou lever la main. Ça semble être tout. On a eu beaucoup de commentaires qui vous Claude, peut-être, remercient Talon, pour peut-être une question? Oui, la allô? présentation. Oui, Bonjour oui. Richard, merci pour cette belle conférence. On a eu la chance de se côtoyer dans beaucoup de colloques. Moi, je veux juste faire un commentaire. J'invite les gens qui n'ont pas vu des réalisations d'ISCAN d'aller sur les lieux. Moi, je me souviens de les Ursulines, on s'est vu à Rivière-du-Loup aussi l'an dernier. Alors, ça vaut même plus que le déplacement. C'est comme une expérience fort intéressante. Bravo, ISCAN. Merci, Claude, t'es gentil. OK. Ben, merci beaucoup, Richard. Puis merci à tout le monde qui a assisté à la conférence. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis on se voit l'année prochaine en virtuel. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bye Au bye. plaisir. La semaine prochaine, qu'ils disent?